Il y a des menaces comme ça, silencieuses, qui se propagent via un insecte quasi invisible et qui mettent en danger des millions de personnes, sans faire le moindre bruit. Eh bien aujourd'hui, on va justement mettre un coup de projecteur sur l'une d'elles, une maladie souvent oubliée. 350 millions, c'est énorme. C'est le nombre de personnes qui, dans le monde, sont exposées au risque de contracter la leishmaniose. Ça donne tout de suite une idée de l'ampleur du problème, n'est-ce pas? Mais alors, la leishmaniose, c'est quoi exactement? En fait, c'est une maladie causée par un parasite. Et pour que l'histoire soit complète, il y a deux personnages principaux. D'un côté, le parasite lui-même, le leishmania, on va dire que c'est le grand méchant. Et de l'autre, son complice, le phlébotome, qui est un tout petit moucheron qui lui sert en gros de véhicule pour se déplacer. Ok, alors pour commencer, on va s'intéresser à la double vie de ce parasite. Parce que pour comprendre comment il est aussi efficace, il faut vraiment se pencher sur sa stratégie de survie. Et vous allez voir, c'est assez bluffant. Ce parasite, c'est un vrai caméléon, un maître du déguisement. On dit qu'il est dimorphique, un mot un peu technique pour dire qu'il a deux formes différentes selon où il se trouve. Quand il est dans l'insecte, il prend sa forme voyageur, on l'appelle le promastygote. Il est mobile, il a une espèce de petite queue, un flagelle, et là, il est prêt à infecter. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, une fois qu'il entre dans un hôte humain, il se transforme complètement. Il devient un passager clandestin, la mastygote, une petite forme ronde, immobile, et son plan, se cacher et se multiplier à l'intérieur même de nos cellules immunitaires, celles qui sont censées nous défendre. C'est un peu le comble. Du coup, son cycle de vie, on pourrait presque le décrire comme un braquage, un casse parfait en 4 étapes. Étape 1, la piqûre. L'insecte infecté pique et injecte le parasite sous sa forme voyageur. Étape 2, l'infiltration. Les parasites se font avaler par nos cellules de défense, les macrophages, et c'est là, bien au chaud, qu'ils se transforment et commencent à se multiplier. C'est comme s'ils s'installaient dans le commissariat pour préparer leur coup. Étape 3, le ramassage. Un autre moucheron, sain cette fois, vient piquer l'hôte et aspire les parasites qui se sont multipliés. Étape 4, l'évasion. À l'intérieur de ce nouvel insecte, les parasites reprennent leur forme mobile, prêts pour la prochaine victime. C'est un cycle infernal et terriblement efficace. Bon, maintenant qu'on a vu comment le parasite s'infiltre, voyons voir les dégâts qu'il peut causer. Il faut savoir qu'il n'y a pas une seule, mais 3 formes d'attaque principales avec des conséquences très différentes. Alors, on a d'abord la forme dite viscérale. Comme son nom l'indique, elle s'attaque aux organes internes. Le foie, la rate, c'est la plus grave. Ensuite, il y a la forme cutanée, qui est la plus courante et qui, elle, s'en prend à la peau. Et pour finir, on a la forme mucocutanée, qui est particulièrement destructrice pour les tissus du nez et de la bouche. Chaque forme a vraiment son propre mode d'action et son propre niveau de dangerosité. Et quand on parle de la forme viscérale, qu'on appelle aussi Kala-Azar, il faut bien comprendre que l'enjeu est vital. C'est simple, sans traitement, le taux de mortalité frôle les 100%. C'est de loin la forme la plus mortelle de la maladie. La forme cutanée de son côté, c'est la plus commune. Elle représente entre la moitié et les 3/4 de tous les nouveaux cas. Et elle peut causer des dizaines, voire jusqu'à 200 plaies sur le corps. Le pire, c'est que même après la guérison, elle laisse des cicatrices permanentes. Des marques à vie qui ont un impact physique, mais aussi psychologique énorme sur des millions de personnes. Alors, face à un ennemi pareil, on est en droit de se demander comment est-ce qu'on se défend? Comment la médecine fait-elle pour riposter? C'est ce qu'on va voir maintenant. La grande question, c'est bien ça. Comment on fait pour combattre un ennemi microscopique qui en plus a la bonne idée d'aller se cacher au cœur même de notre système de défense? Pour le diagnostic, c'est un peu un travail de détective. Les médecins ont une véritable boîte à outils. Ils peuvent essayer de trouver le coupable, le parasite, directement dans des échantillons de peau ou de moelle osseuse. Ils peuvent aussi le mettre en culture en laboratoire pour le forcer à se montrer. Une autre technique, c'est de chercher son empreinte génétique, son ADN, grâce à la PCR. Et enfin, on peut aussi chercher des indices indirects, comme les anticorps que notre corps a produits pour tenter de se défendre. Et pour le traitement, alors oui, il y a un arsenal médical. L'arme principale, ce sont des médicaments qu'on appelle les antimoniers pentavalents. Mais il y a des obstacles majeurs. Le parasite peut développer des résistances, un peu comme les bactéries avec les antibiotiques. Et en plus, les traitements eux-mêmes sont assez lourds, avec des effets secondaires importants. Donc la lutte est loin d'être simple. Du coup, la prévention est absolument cruciale et elle repose sur une défense à 3 niveaux. D'abord, il faut contrôler le vecteur, c'est-à-dire l'insecte, le phlébotome, un peu comme on le fait pour les moustiques du paludisme. Ensuite, il faut gérer ce qu'on appelle le réservoir, les populations d'animaux infectés, comme certains chiens ou des rongeurs qui portent le parasite. Et bien sûr, il y a la protection personnelle, des moustiquaires à mailles très fines, des répulsifs, surtout au crépuscule, car c'est là que ces petites bêtes sont les plus actives. Mais voilà, même avec tous ces outils de diagnostic, de traitement et de prévention, le combat est loin, très loin d'être terminé. Le défi reste immense. Et un des plus gros problèmes, c'est que ce qu'on voit n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les chiffres officiels sous-estiment largement la réalité. Comme le dit très bien cette citation, beaucoup de cas tendent à échapper à la notification. Le nombre de personnes exposées est de loin supérieur au nombre de cas détectés. C'est exactement ça.
Entre les cas qui ne sont jamais déclarés et toutes les personnes qui sont infectées mais qui n'ont pas de symptômes, les porteurs sains, la maladie avance à bas bruit, en silence. Et c'est tout ça qui fait de la leishmaniose une épidémie largement invisible. Et donc, malheureusement, l'une des maladies tropicales les plus négligées au monde. Elle ne fait pas les gros titres, et pourtant elle est bien là. Tout cela nous amène à une question de fond, une question qui dépasse même le cas de la leishmaniose. Comment fait-on pour mettre en lumière ces maladies oubliées? Celles qui touchent des centaines de millions de personnes, souvent les plus pauvres, mais qui restent désespérément dans l'ombre.